Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à En mode politique, le balado qui rapproche les jeunes de la politique et où on en apprend plus sur la vie des politiciens. Je m'appelle Olivia Brousseau et aujourd'hui j'ai la chance de m'entretenir avec la députée de Québec solidaire dans Sherbrooke, Christine Labrie. Bonjour. Donc, on va parler de plusieurs grands thèmes, donc vos valeurs politiques, votre carrière et un volet plus personnel. Donc, permettez-moi de la présenter. Elle a été élue à l'Assemblée nationale pour la première fois lors des élections générales de 2018 et réélue en 2022. Après la démission d'Émilie Lessard-Terrien, elle a occupé le poste de porte-parole de Québec solidaire par intérim pour plus de 6 mois. Mère de 3 enfants, celle-ci ne possède pas de permis de conduire. Elle encourage le transport actif et le transport en commun. Donc, le transport en commun, c'est très important pour vous? Oui, j'en ai besoin pour me déplacer. Je me déplace de plein de manières, à pied, à vélo, parfois covoiturage, parfois en autobus. Donc, un cocktail de transport. Donc, vous faites le trajet de Sherbrooke à Québec, ça vous prend combien de temps environ? Le trajet de Sherbrooke à Québec en autobus, c'est la ronde de lait qu'on appelle. Donc, il y a beaucoup d'arrêts dans des villages. Ça prend à peu près 4 heures. C'est beaucoup plus long qu'en voiture, là. Mais moi, je m'en sers de ce temps-là pour travailler. Donc, je lis des choses, je réponds à des courriels. Donc, c'est du temps que j'utilise. Donc, premièrement, je vais parler de vos études. Vous n'avez pas le parcours le plus traditionnel pour une politicienne. Vous avez fait un bac et une maîtrise en histoire. Donc, c'est quoi qui vous a donné envie d'étudier l'histoire? Puis comment est-ce que ça influence votre travail aujourd'hui? Moi, j'ai étudié dans plein de choses. Avant d'être en histoire, j'avais commencé l'université en géographie. Puis après ça, je suis allée faire un certificat en sociologie. Puis après ça, j'ai essayé d'étudier pour devenir enseignante en univers social. Puis finalement, j'ai bifurqué vers l'histoire là, pour aller compléter un bac. Donc, j'ai touché à beaucoup de choses. Puis après, j'avais commencé un doctorat en études féministes. Oui. Donc, j'ai touché à tout. Moi, ça me donne plein de paires de lunettes pour analyser les choses. Donc, j'aime ça, avoir ce parcours-là. J'ai eu de la difficulté à trouver ce dans quoi je voulais continuer mon parcours. Je suis arrivée en politique un peu par hasard aussi de cette même manière-là, en essayant des choses. Vous avez mentionné votre scolarité doctorale en études féministes à l'Université d'Ottawa. Ça a été interrompu par votre élection. Est-ce que vous voyez ça comme une bonne chose? Que voudriez-vous encore explorer dans le domaine des études féministes? J'ai été interrompue, mais c'est un choix que j'ai fait quand même, hein, de m'en aller vers le politique. J'avais besoin d'un engagement plus concret. Ça a été ma façon à moi de trouver du sens dans mon engagement à ce moment-là. Puis je me sers de mon parcours en études féministes dans mon travail en politique. J'ai porté le dossier de la condition féminine d'ailleurs pendant quelques années. Puis de toute façon, c'est tellement un enjeu transversal à travers tous mes dossiers. J'ai des considérations féministes. Donc moi, ça me permet de faire avancer cette cause-là à travers mon travail politique. J'ai travaillé notamment beaucoup sur les dossiers de violences sexuelles et conjugales, des choses comme l'équité salariale, que bien honnêtement, au 21e siècle, j'aurais préféré pas avoir besoin de me battre pour ça encore, mais on le fait. On le fait parce que c'est pas réglé. Donc, moi, l'engagement féministe, il a basculé vers le politique, là, plutôt que les études, mais il est encore là. Mais vous avez dit, dans la même lignée, un peu avant votre élection en 2018, qu'il n'y a pas de meilleure façon qu'une autre pour changer la société. Vous disiez que la politique n'est qu'un outil pour aider à améliorer la vie des gens, que vous vouliez essayer la politique. Là, ça fait plus de 6 ans que vous siégez à l'Assemblée nationale. Pensez-vous que vous avez trouvé votre manière de faire bouger les choses? C'est une excellente question. Je pense encore la même chose, que ce n'est qu'une manière de faire changer les choses. Euh, Moi, tous les jours, je côtoie des gens qui, à leur manière, participent à faire changer les choses et avec lesquels on travaille. Ils sont dans le milieu syndical, ils sont dans le milieu des mouvements sociaux, ils sont dans des organismes. Les autres, ils nous transmettent de l'information sur ce qui se passe. On travaille en collaboration avec eux pour essayer de générer des changements d'orientation de la part du gouvernement, par exemple. Donc, moi, j'ai besoin d'eux dans leur fonction pour m'alimenter sur ce qui se passe sur le terrain. Eux ont parfois aussi besoin de moi dans mon rôle politique parce que moi, je peux poser des questions à l'Assemblée nationale, par exemple, ce qu'ils peuvent pas faire. Donc, il y a une interaction qui est très importante entre tout ça. Donc, même après 6 ans en politique, moi, je vois le sens que ça a changer les choses d'être en politique, mais je pense encore que dans tous les autres endroits où on peut se trouver, on a un rôle à jouer pour changer ce qui se passe aussi en politique. Et tout ça est interdépendant, puis on a vraiment besoin les uns des autres. Parce que moi, comme élu, pas grand-chose que je peux faire si je suis pas en contact avec
d'autres acteurs là, de la société, des citoyens, des gens qui travaillent dans des milieux de services publics, par exemple, qui m'informent de ce qui se passe. On a besoin de travailler avec eux tous les jours. On parle beaucoup de conciliation travail-famille dans le monde de la politique, malheureusement, surtout quand il est question d'une femme. On doit souvent vous poser la question, surtout que vous avez votre premier enfant, Ulysse, alors que vous étiez encore au cégep. Comment vivez-vous la tension entre vos responsabilités de mère et les exigences du travail politique, puis surtout que vous faites la promotion de la conciliation travail-famille comme priorité sociale? Oui, ben moi, ça a toujours été le cœur de ma vie, la conciliation, parce que comme j'ai eu mes enfants aux études, j'ai pas vraiment eu de congé parental. J'avais mes 3 enfants avant de finir mon bac, essentiellement. Donc, ça a toujours été de la conciliation obligée, un peu. Fait que j'étais habituée de faire ça avant même de venir en politique. Quand j'ai fait ma scolarité doctorale à Ottawa, ma famille habitait à Sherbrooke, donc je voyageais, je passais 3 jours par semaine à l'extérieur déjà. Donc, quand j'ai été élue, c'est quelque chose que ma famille avait déjà vécu, ce déplacement-là, ponctuel là, à chaque semaine. Fait que j'y suis habituée. Moi, je trouve ça important comme parent que mes enfants aient le sentiment que je m'épanouis dans ce que je fais. Je trouve que c'est un bon exemple à leur montrer. Comme j'ai eu mes enfants jeunes aussi, je voulais jamais qu'ils sentent que je m'étais privée de faire des choses parce qu'ils étaient là. Donc ça participe au fait que je fais pas beaucoup de compromis parce que j'ai le goût de faire. Je veux pas avoir de regrets. Euh, donc, la façon que j'ai de concilier ça avec eux, c'est beaucoup de se rattraper pendant le temps des fêtes, les vacances d'été, la semaine de relâche, on passe plus de temps ensemble. J'aimerais ça la société soit organisée d'une manière à ce que les gens puissent faciliter leur conciliation travail-famille, parce que bien franchement, je le vois que dans d'autres domaines, les gens travaillent beaucoup puis ont peu de temps pour leur famille aussi. Et moi, à la limite, j'ai quand même peut-être même plus de souplesse que certaines personnes. On pourrait dire que je travaille à l'extérieur, je vois pas mes enfants souvent, c'est vrai. Mais pendant l'été, j'ai beaucoup plus de temps avec ma famille qu'une infirmière, par exemple. Même chose pour le temps des fêtes. Donc, c'est ça. Il y a des enjeux en lien avec ma fonction, mais il y a des beaux côtés aussi. Puis, je trouve que mes enfants, ils ont un bel âge quand même pour concilier ça avec la politique, parce qu'ils comprennent tout à fait ce que je fais. Quand j'ai été élue, ma plus jeune avait 6 ans. Mais déjà, elle était en mesure, parce qu'elle allait à l'école, donc moi j'avais le dossier d'éducation, elle comprenait très bien pourquoi je me battais, pourquoi je travaillais. On va parler de justice sociale maintenant. Vous êtes la porte-parole en matière de solidarité sociale et d'action communautaire pour Québec solidaire et vous luttez activement depuis plusieurs années pour la justice sociale. Comment est-ce qu'un jeune, là, n'importe qui, pourra faire des actions concrètes pour la justice sociale dans sa communauté? Pour moi, la justice sociale, c'est vraiment de s'assurer de l'égalité des chances des gens. Puis pour moi, ça traverse tous les dossiers. C'est de s'assurer que, par exemple, un enfant, peu importe dans quelle famille il est né, peu importe qui ses parents, parce qu'on ne les choisit pas, nos parents, va pouvoir avoir les mêmes chances dans la vie que les autres. Donc ça traverse toute mon action politique. Comment les gens peuvent euh, se battre pour ça dans leur quotidien, même quand ils sont pas en politique, je pense que c'est vraiment d'essayer d'influencer les décisions politiques qui sont prises quand ils constatent des injustices, même si ça les touche pas directement. Ils peuvent être quand même touchés dans leurs valeurs par ça. Puis essayer de faire changer les choses. Euh, un des bons exemples pour ça, je pense, c'est le milieu scolaire, où il y a quand même beaucoup d'inégalités là, avec les programmes particuliers qui se développent. On parle beaucoup d'écoles à 3 vitesses. Clairement, ça donne pas les mêmes chances à tous les jeunes. Il y en a que leurs parents peuvent pas payer pour des programmes comme ça ou pour des écoles privées. Puis comme parents, on est un peu pris là-dedans. Là. On veut le meilleur pour nos enfants, on fait les choix qu'on peut avec les moyens qu'on a. Mais on peut travailler à changer ce système-là. On peut s'impliquer sur le conseil d'établissement d'une école. On peut communiquer avec le centre de services scolaires pour essayer de faire changer les pratiques. Il y a plusieurs écoles et centres de services scolaires au Québec qui ont décidé de rendre les programmes gratuits accessibles à tous dans leurs écoles. Et ça, c'est souvent suite à des démarches de membres du personnel ou de famille, de parents. Donc, on peut changer les choses même quand on n'est pas un politicien. Donc, c'est un exemple parmi d'autres, mais quand on est impliqué à l'échelle où on voit le problème, il suffit d'abord d'identifier c'est quoi le problème, c'est quoi la solution qu'on voit, puis qui est en mesure de mettre en œuvre cette solution-là. Et puis après qu'on sait ça, on entre en contact avec les bonnes personnes. Vous dites voir le problème. Est-ce qu'il y a déjà un événement dans votre vie qui vous a fait réaliser que il y a de l'injustice? Est-ce que ça a déjà un moment qui a fait changer votre perspective par rapport à l'injustice? Ben là, maintenant, j'en vois tous les jours, encore plus qu'avant dans le cadre de mon travail, mais
Je pense que même jeune, j'étais sensible à certaines injustices. Mais je vais te donner un exemple. Peut-être, moi, mon engagement féministe, il a commencé quand j'étais enceinte de mon premier enfant. Je suis pas sûre que je me serais revendiquée comme féministe avant ça. Je suis tombée enceinte à 19 ans, puis là, j'ai compris que comme femme, j'étais pas traitée de la même manière, puis que j'aurais des défis particuliers dans ma vie à cause de ça. Ça a été vraiment un élément déclencheur important pour moi dans mon engagement féministe de le vivre, là, de voir que mon corps devenait un objet public là, parce que je portais un enfant, de voir que ça allait quand même être une contrainte dans mes études pour moi beaucoup plus que pour mon conjoint qui était aussi aux études. Euh, donc, puis ça a été un moment aussi où j'ai pris la pleine conscience de l'importance de notre filet social parce que si j'avais pas eu accès à l'aide financière aux études, au service de garde, s'il n'y avait pas eu des frais de scolarité plus bas qu'ailleurs, en Amérique du Nord, j'aurais jamais réussi à aller me chercher un diplôme. Là, si j'ai vécu cette situation-là en Ontario ou aux États-Unis, ça n'aurait pas marché mon affaire. Là. Donc, ça, j'ai pris conscience aussi à ce moment-là qu'on avait un filet social pour réparer certaines inégalités. Et parfois, il y a des trous dans ce filet-là. Je les ai vus. Mais j'ai pris la mesure de l'importance de préserver puis d'améliorer ce filet social-là. Puis après, ça a guidé toute mon action. On parle de féminisme. Vous avez participé au livre Le sexe du pouvoir de Jocelyne Richer. Celui-ci traite du rôle des femmes dans la politique et expose les principaux défis de la politique au féminin. À la fin, il y avait la question complétez la phrase suivante. Le plus difficile pour une femme en politique, c'est... Et vous avez répondu se faire confiance. C'est une petite réponse, 3 mots, mais qui est quand même puissante. Est-ce que vous voulez l'expliquer? Oui, j'ai répondu ça parce que c'est sûr que la société, les médias, les autres politiciens sont parfois durs avec les femmes, mais il y a personne qui est aussi dur avec les femmes que les femmes elles-mêmes et qu'on peut l'être soi-même avec nous. Donc, je pense que la pression la plus forte, elle vient de nous. C'est celle qu'on se met nous-mêmes sur nos épaules, le doute qu'on a. Quand, par exemple, quelqu'un essaie de nous recruter en politique comme femme, on va se demander si on a ce qu'il faut pour ça, si on est la bonne personne, si on serait capable. Et alors que la plupart du temps, l'entourage dirait ben oui, t'as ce qu'il faut pour aimerait ça te voir là, mais c'est la femme elle-même qui va douter. Après ça, quand on est en fonction, le fait d'être de se sentir prêt, par exemple, à accepter un mandat ou à faire une entrevue ou tout ça, souvent le doute il vient de l'intérieur. Donc oui, il y en a des défis extérieurs, puis je veux pas banaliser ça non plus, mais moi ce que je remarque, c'est que souvent des limites, les femmes s'en mettent elles-mêmes. Et puis du moment que comme femme, on décide déjà de franchir les limites qu'on se met soi-même, après ça, il va rester des obstacles. Mais on a fait un bon bout là. Est-ce que vous sentez que à l'Assemblée nationale, en tant que député, vous sentez de la discrimination? Est-ce que vous sentez que les hommes ont une plus grande place? Est-ce que vous sentez autre que la confiance en soi et l'obstacle de vous-même? Est-ce que vous sentez qu'il y a d'autres défis, d'autres choses que, admettons, les hommes dans l'Assemblée nationale ont davantage? Est-ce que vous sentez d'autres formes de discrimination? Mais eux, d'emblée, se sentent compétents. Donc, c'est certain que ça change toute la dynamique parce que ils vont être plus confiants. Ils vont parfois même parler à travers leur chapeau, sans même remettre en question ce qu'ils disent. Fait que c'est certain que ce que je vois régulièrement, c'est un peu une espèce de double standard. Là. Les femmes vont toujours être beaucoup plus préparées à faire quelque chose que les hommes, donc forcément, elles y consacrent plus de temps, donc elles travaillent plus fort pour eux-mêmes résultat. Puis c'est pas parce qu'elles sont moins bonnes, c'est parce qu'elles veulent être sûres d'être excellentes. Donc, et ça les épuise davantage. Parfois, elles ont aussi une charge mentale familiale dans leur vie personnelle supplémentaire à celle des hommes. Mais ce que je constate, c'est que il y a quand même un changement qui se fait avec les générations là-dessus. Moi, j'en ai vu des comportements sexistes à l'Assemblée nationale. La plupart du temps, là, je les ai vus de la part de députés quand même un peu plus âgés, qui ont dit des choses qui étaient peut-être d'un autre temps, là. Mais moi, dans les
les ministres qui ont été mes vis-à-vis, par exemple, sur les dossiers que j'ai portés, c'était des ministres qui étaient peut-être un peu plus de ma génération à moi, et puis qui ont jamais manqué de considération pour moi parce que j'étais une femme. En fait, jamais non plus, mais c'était, je sentais qu'ils me traitaient sur le même pied d'égalité, mais j'ai vu de mes yeux des collègues femmes être traitées d'une manière qui manquait beaucoup de respect là, par des collègues hommes plus âgés qui questionnaient clairement qu'elles aient leur pertinence là. Donc, ça existe encore. Là. Ça existe encore, le sexisme à l'Assemblée nationale, puis je le vois encore de temps en temps, mais je pense que c'est quand même en train de se transformer. Il y a une nouvelle belle sensibilité à ça, puis par ailleurs, chez les plus jeunes générations, ben, il y a qui sont parents notamment, qui ont des responsabilités familiales, ben eux aussi vivent des enjeux de conciliation puis de charge mentale, là, les jeunes papas qui sont là. Fait que ça finit par transformer les choses à l'Assemblée nationale aussi, et au bénéfice de tout le monde. Est-ce que vous pensez que le fait que vous n'avez pas été, vous, directement, victime de discrimination, ça a rapport, est-ce que vous êtes, dans Québec solidaire, un parti de gauche peut-être plus progressiste que les autres? Ah ben j'ai des collègues qui sont à Québec solidaire qui ont été victimes de discrimination aussi, notamment à cause de leur âge. Je pense que moi, ce qui m'a aidé peut-être, c'est comme j'avais des études doctorales, peut-être ça m'a aidé à gagner le respect de certains collègues parce que j'avais un beau parcours académique. Peut-être ça m'a moi-même rendue plus confiante, mais je pense que ça m'a aidé quand même à être moins infantilisée devant certains collègues. Ça a assurément fait une différence. Mais le fait d'être dans un parti de gauche, ça fait en sorte on est bien entouré de collègues qui sont des alliés féministes. Et puis, à l'intérieur de notre organisation, on est dans des espaces où on peut gagner confiance en nous. Parce que c'est des espaces où on a notre place pour prendre la parole comme femme, où on se fait confier des responsabilités sans avoir à se battre pour ça. Donc, ça aide à se faire confiance là, à l'extérieur du parti aussi. Donc, on va parler de votre vision politique et de vos valeurs. Donc, premièrement, est-ce que vous pensez que la politique est un art de compromis ou il y a des valeurs sur lesquelles vous êtes intransigeante? Moi, je pense que la politique nécessite des compromis. Je suis quelqu'un qui croit beaucoup en la démocratie. Et donc, c'est important pour moi d'entendre aussi ce que les gens qui sont là veulent. Je pense qu'il y a des changements qui sont nécessaires et que je voudrais voir. Mais d'expérience, moi, ce que je connais de la vie, c'est que ce qu'on impose de force peut pas fonctionner, encore moins à long terme. Donc, je préfère avancer pas à pas pour faire des changements qui vont avoir été acceptés par les gens et qui vont être durables, que d'essayer d'imposer de force quelque chose que les gens sont pas prêts à accepter comme changement et qui va être annulé ou saboté rapidement. Donc, moi, c'est ça ma façon de voir. Là. J'ai tendance, quand je suis avec des gens dont on partage pas tout, à chercher c'est quoi les points de ralliement, c'est quoi les choses sur lesquelles on est d'accord, c'est quoi le pas qu'on peut faire ensemble parce qu'on s'entend là-dessus. Puis après ça, moi, ça m'empêche pas de garder en tête c'est quoi l'horizon où je veux me rendre, puis de savoir c'est quoi, moi, l'idée entière que je voudrais mettre en œuvre. Mais si on est capable de faire un pas ou deux dans cette direction-là, je préfère le faire que d'attendre d'avoir rallié les autres au projet entier. Donc ça, c'est ma façon à moi de faire de la politique. Je sais que ça convient pas à tout le monde, mais moi, en tout cas, c'est ma façon de faire. Hein? On mange l'éléphant une bouchée à la fois, là. Ben oui, puis c'est important pour moi d'un point de vue démocratique aussi, parce que, tu sais, on pourrait dire, ben, moi, je lis la solution, je sais que c'est ça que ça prend, puis, tu sais, c'est fâchant, des fois, on a le goût de dire ça, mais, tu sais, ça restera pas. On peut imposer des choses, mais si les gens étaient pas d'accord, ça va être défait après. Puis on voit des gouvernements faire et défaire ce que l'autre a fait continuellement, parce qu'ils ont imposé une réforme de force, puis là, après ça, quand il y a un changement de gouvernement, ben, l'autre gouvernement y arrive, puis il aimait pas ça, cette affaire-là, ben, il va le défaire, il va faire autre chose. Puis ça va être défait après par quelqu'un d'autre. Donc, à un moment donné, moi, je trouve ça contre-productif. Tu sais, je préfère qu'on travaille ensemble. Puis des fois, c'est peut-être un peu plus long, mais notamment ce qu'on a fait sur les violences sexuelles avec les tribunaux spécialisés, puis tout ça, on l'a fait avec tous les partis ensemble. Et donc, il n'y a aucun parti qui va aller le défaire. Parce que c'est notre œuvre collective. On était tous partie prenante de ça. On était fiers du résultat. Personne ne va aller défaire ça. Et moi, je préfère travailler comme ça parce qu'on travaille tellement fort. L'idée qu'on puisse célébrer un gain puis le perdre quelques mois, quelques années plus tard, vivre un recul, je trouve ça plus décevant.
de travailler à traiter des choses qui vont être solides et durables. Puis c'est peut-être aussi, j'ai déjà fait des projets de solidarité internationale aussi, puis c'est une des choses qu'on nous apprenait très, très rapidement. Tu sais, vous allez arriver là-bas, vous allez vouloir tout changer, vous allez voir des solutions pour qu'ils puissent faire les choses mieux, puis vous allez mettre ça en place, puis 2 semaines après que vous allez être partis, ils vont être revenus à leurs anciennes habitudes parce que ça ne fitait pas avec leur mode de vie ou leur culture ou quoi que ce soit. Donc, faites attention de ne pas vouloir trop bousculer ou révolutionner les affaires. Quand les gens ne sont pas prêts à un changement, ils ne feront pas le changement. Donc, j'aime mieux, moi, travailler à ce que les gens soient prêts à faire le changement. Donc, si je comprends bien, si je comprends bien, vous trouvez qu'une société peut pas avancer de 2 pas et reculer de 4. Faut faire... On le fait continuellement. Mais pour moi, c'est un problème. Donc, je préférerais, par exemple, si on avait une réforme du mode de scrutin, qu'on avait plus souvent des gouvernements de coalition, je pense que on aurait des politiques publiques qui sont plus durables. On réussirait à mettre sur pied des choses que personne ne va aller défaire après. Moi, je préférerais voir ça. Je trouverais ça plus valorisant dans notre travail aussi, puis plus intéressant pour les citoyens que de voir juste des gens se pointer du doigt, c'est pas intéressant ces dynamiques de conflit-là. Quand on est dans une démarche où on cherche ce qu'on a en commun avec l'autre pour l'accomplir, il me semble que c'est beaucoup plus intéressant comme manière de travailler, mais aussi pour donner le goût aux gens de s'intéresser à la politique. On dit souvent que vous avez une approche très humaine de la politique, notamment Gabriel Nadeau-Dubois l'a mentionné à quelques reprises. En général, la politique est critiquée pour son manque d'humanité. Donc, comment travaillez-vous pour intégrer plus d'empathie et de proximité? L'écoute, l'observation. Il y a des gens qui voient la politique comme étant les gens qui font des grands discours, là, qui sont capables d'être des bons tribuns. Moi, je me reconnais pas là-dedans. Je suis capable là, de prendre la parole en public, là, pas d'enjeu, ça fait partie de mon travail, mais moi, quand je vais dans un endroit, j'y vais pour absorber de l'information, pas nécessairement pour prendre la parole. Alors, je vais être à l'écoute de ce que les gens disent, pensent, font. Je vais observer ce qui se passe là, puis je vais absorber tout ce que je peux pour prendre le pouls finalement de où sont les gens, c'est quoi qu'ils ont besoin que j'accomplisse comme travail politique. Donc, c'est ma manière à moi de m'imprégner finalement de ce que les citoyens ont besoin que je fasse pour bien les représenter. Je pense que c'est ça qui fait que les gens se reconnaissent mieux. Après, quand je la prends la parole, parce que je la prends aussi, évidemment, c'est mon travail, mais il y a beaucoup de politiciens qui ont tendance à surtout parler. Puis, à un moment donné, ben, qui disent est rendu déconnecté de ce que les gens pensent et vivent parce qu'ils n'ont pas assez écouté. Donc, faut pas prendre pour acquis qu'on sait qu'est-ce que la population vit. Faut voir et constater nous-mêmes. Exact, puis c'est un travail qui continue parce qu'on peut prendre le temps d'aller consulter, écouter, s'imprégner de ça, repartir avec ça puis faire le travail à l'Assemblée nationale, mais ça change, c'est en continuel changement, donc il faut le faire très régulièrement aussi parce que les gens peuvent changer de priorité très rapidement, il peut y avoir des nouveaux besoins qui émergent, des nouveaux problèmes qui émergent, donc il faut être constamment à l'affût de ça. Je disais qu'on allait parler des valeurs, on en a parlé un peu avant. Québec solidaire est un parti souverainiste et est-ce que vous, personnellement, vous croyez en l'indépendance du Québec? J'y crois. Il y a déjà des choses qu'on pourrait faire pour améliorer l'indépendance du Québec à plein de niveaux. Là, on voit par exemple les enjeux de relations internationales avec ce qui se passe aux États-Unis. J'aimerais ça nous voir travailler comme peuple à notre indépendance économique, la souveraineté alimentaire. On a déjà fait des belles choses dans le passé dans ce sens-là, notamment en créant Hydro-Québec pour s'assurer d'une forme d'autonomie énergétique. On pourrait aller plus loin encore dans ce sens-là. Donc moi, c'est des choses que je trouve dommage qu'on soit pas déjà à l'œuvre pour le faire, ou en tout cas pas assez. Parce que l'indépendance du Québec, on en a besoin, mais on n'a pas besoin d'attendre qu'elle soit faite pleine et entière pour avancer dans cette direction-là. Donc, moi, c'est un peu comme ça que je vois ça. L'indépendance, on en a besoin pour aller jusqu'au bout du projet que moi j'ai puis qu'on a à Québec solidaire pour le Québec. Mais il y a des choses qu'on pourrait faire pour rendre le Québec un peu plus indépendant sans même avoir besoin d'avoir quitté officiellement le Canada. J'espère qu'on va travailler dans les prochaines années à franchir ces pas-là. Donc, si je comprends bien, vous voulez pas nécessairement au plus vite se séparer du Canada et devenir un pays indépendant, mais plutôt faire des pas qui peuvent nous permettre de devenir plus autonomes et plus indépendants du reste du Canada et de l'Amérique du Nord? J'aimerais qu'on franchisse ces pas-là, mais un peu quand je te disais tout à l'heure que
pour faire un changement qui soit durable, il faut que les gens soient prêts à le faire. On peut pas imposer de force l'indépendance du Québec aux gens. Moi, ce que je constate en ce moment, c'est qu'il y a pas une majorité de personnes qui sont prêtes à le faire. Si c'était le cas, j'aimerais qu'on le fasse. Mais moi, je veux pas imposer ça de force à un peuple qui est pas désireux de le faire. Donc, je préfère travailler à ce qu'on gagne confiance comme peuple à notre capacité d'être un pays indépendant. Et ça passe notamment par augmenter notre autonomie sur un paquet d'affaires. Donc, c'est ce que j'aimerais voir. Puis, par ailleurs, il y a plein de gens qui n'ont pas confiance dans un projet d'indépendance du Québec parce qu'ils pensent que leurs droits, comme minorité culturelle, par exemple, pourraient être brimés. Dans un projet comme celui-là. C'est une crainte que beaucoup de personnes anglophones ont, par exemple. Moi, je viens d'Estrie, d'anglophones en Estrie, qui ont cette crainte-là. Je pense que pour les rallier à un projet comme ça, il faut d'abord rassurer ces craintes-là. Donc, pour y arriver, il faut avoir un projet commun de constitution du Québec auquel elles ont pu participer, dans lequel elles vont être certaines que leurs droits vont être protégés à leur goût. C'est même la même chose avec les peuples autochtones, par ailleurs. Donc, moi, c'est ce que j'aimerais voir. Puis c'est un peu ça le projet de l'Assemblée constituante de Québec solidaire, par ailleurs. C'est pour ça, moi, que j'adhère à ce projet-là beaucoup plus qu'un référendum, parce que dans un référendum, on l'a essayé 2 fois. Les gens ont des craintes parce qu'ils savent pas ça va être quoi la forme que va prendre ce pays-là après. Et s'ils ont peur, ils votent non. Donc, pour moi, l'Assemblée constituante, de faire voter les gens sur une constitution à laquelle ils ont travaillé, c'est de s'assurer qu'on va avoir répondu d'avance à leur peur, puis qu'ils vont adhérer à ce projet-là. Donc, vous voulez vraiment écouter la population et faire ce qu'ils veulent. C'était ma façon de travailler sur beaucoup de dossiers, puis je pense qu'il y a moyen de convaincre une majorité de gens au Québec qu'on serait mieux en étant un pays indépendant, mais ça n'a pas été fait jusqu'à maintenant. Puis beaucoup de gens qui travaillent d'ailleurs à ce qu'on gagne confiance comme peuple, qu'on peut être un pays indépendant. Je pense notamment, moi, que comme pays, le Québec aurait davantage d'influence en matière environnementale, parce que on pourrait avoir un meilleur contrôle sur nos frontières, le transport d'énergie fossile notamment, sur lesquels on n'a pas de contrôle actuellement tant qu'on est une province. Donc, c'est le genre de choses pour lesquelles on gagnerait en influence à l'échelle internationale et sur le Canada si on n'était pas une province. Donc, c'est le genre de choses que j'essaie moi-même de véhiculer autour de moi pour convaincre plus de gens. Mais c'est un travail de longue haleine. Puis moi, ça, c'est le genre de choses pour lesquelles je pense que ça vaut la peine d'être patient. Parce que quand on va le faire, ce pays-là, on veut que les gens y adhèrent. Je vous laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux jeunes pour les inspirer à croire en la politique? Vous pourriez dire à quelqu'un qui aimerait s'intéresser à la politique ou même devenir politicien plus tard? J'aimerais ça dire aux jeunes qui ont une capacité d'influencer ce qui se passe. Des fois, quand on s'y intéresse pas, c'est parce qu'on pense que ça sert à rien, puis qu'on n'a pas d'influence là-dessus, puis que ça se passe comme ailleurs, au-dessus de soi. C'est pas vrai. Les politiciens, les partis politiques sont très, très, très influencés par l'opinion des gens, les priorités des gens. Et donc, comme citoyens, on en a un pouvoir pour influencer ce que les partis politiques, ce que les élus font. Puis malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont abandonné d'exercer ce pouvoir-là, qui ont arrêté de s'intéresser à la politique, mais il y a un espace à prendre de la part des citoyens, peu importe l'âge, même avant d'avoir le droit de vote, on peut s'impliquer dans un parti politique. Puis de toute façon, même en dehors de la politique traditionnelle comme ça, on peut avoir une influence dans son milieu, à l'échelle de son école, de son quartier, de sa ville. Un jeune peut aller, puis j'en vois régulièrement, moi, à Sherbrooke, des jeunes aller prendre la parole à l'hôtel de ville, par exemple, pour demander des aménagements sportifs, par exemple, ou toutes sortes de choses. Il y a un rôle qu'on peut prendre, puis avoir le goût de s'intéresser à la politique, souvent, ça passe par se rendre compte d'un problème qu'on veut régler dans notre milieu. Et puis après ça, quand on commence à se demander comment on peut le régler, là, on va vouloir se familiariser avec les différents mécanismes de pouvoir autour de soi. Puis c'est ça. Je veux juste comme que les gens réalisent qu'ils peuvent changer ce qui les dérange autour d'eux. C'est la première étape pour s'intéresser. Merci beaucoup. C'était très intéressant de parler avec vous. Merci d'avoir écouté En mode politique. Je m'appelle Olivia Brousseau et n'oubliez pas, on n'est jamais trop jeune pour s'impliquer. À l'animation et à la recherche, Olivia Brousseau. Technicienne de son, Héloïse Dacosta-Bigra. Musique, Marie-France Bureau. Et finalement, un grand merci à Elisabeth Brousseau et à Charles-Émile Lafrance pour leur aide précieuse lors de l'élaboration de mon projet.